Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer justement des thématiques en lien avec cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de Génération News, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire une analyse sur l'effort mental et physique, comment avoir une sorte de priorité concernant évidemment ces deux notions. On en saura un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de l'effort. On a tous grandi avec cette phrase de nos parents qui avaient coutume et habitude de nous dire que la réussite se trouve au bout de l'effort. Mais est-ce réellement le cas? Peut-on réussir sans effort? En tout cas, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, un habitué et deux nouveaux. Il s'agit de Edwin diplômé en droit des affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Et juste à côté de toi, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois sur le plateau de Génération News Patrick. Vous êtes étudiant, vous êtes diplômé en marketing et commerce international. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Et en face de vous, nous avons Yannick. Vous êtes diplômé en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, nous allons parler un petit peu quand on parle de l'effort mental et l'effort physique. Edwin, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le là de cette première partie d'émission. Quand on parle d'effort physique et d'effort mental, pour toi, ces notions, ça renvoie à quoi? Bon, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'effort, on parle d'une mobilisation des ressources. Donc, si on est sur le plan mental, on va dire une mobilisation des ressources psycho-intellectuelles. D'accord. Et si on est sur le plan physique, ça fait appel au physique, donc à l'énergie que dégage un individu. Et donc, cette mobilisation-là permet justement à cet individu de faire face à des difficultés qu'il rencontre ou à des situations qui se posent à lui. Est-ce que c'est complémentaire, je veux dire, pour l'épanouissement d'un individu? Oui, bien sûr. Il faut dire que pour qu'un individu puisse être épanoui, il faudrait d'abord qu'il mobilise il faut qu'il fasse non seulement des efforts sur le plan mental d'abord, parce que c'est le mental qui dicte le physique. On peut être fort physiquement, on peut avoir une certaine allure physique, mais si sur le plan mental on n'est pas assez fort, on va pas y arriver. Exactement. C'est d'ailleurs ce que les psychologues utilisent. Ils appellent ça le discours mental. Je pense qu'on est déjà tous tombés face à cette situation où on est seul dans la chambre avant un examen, où on se parle à nous-mêmes, on s'encourage en se disant on va y arriver, ça va bien se passer. Et c'est ce que nos amis psychologues appellent le discours mental. Patrick, je me tourne vers toi avant de donner évidemment la parole à Yannick pour qu'il réagisse aussi sur la thématique. Tout à l'heure, Edwin, dans son argumentaire, parlait des efforts mentaux. Quand on parle justement de ces efforts mentaux-là, ça renvoie à quoi justement? Tout d'abord, l'effort mental, c'est comme il a si bien précisé, qui désigne vraiment l'engagement des ressources cognitives. Et pour vraiment le ressentir, il faut qu'on comprenne que ça englobe tout ce qui est gestion de stress, gestion de développement, gestion de compréhension. C'est un tout qui fait en sorte qu'on puisse avoir de bons efforts. Et quand on parle de cet effort-là, justement, est-ce que la résilience aussi peut être perçue comme un effort mental? Comment y arriver déjà? Comment arriver à muscler son mental à travers les efforts justement qu'on mettra en place? Déjà, moi je n'arrive pas nécessairement à dissocier l'effort physique de l'effort mental. Parce que dans ma logique, les deux vont de pair. Il y a une protéine qui est, en faisant des efforts physiques, il y a une protéine qui s'appelle BDNF, qui est au niveau du cerveau et qui permet de développer l'activité mentale de l'homme. Donc, dans ce cas, je pense que les deux vont de pair. Et vraiment, en ce qui concerne l'effort mental, je pense c'est un tout. C'est un tout, vraiment. C'est un cocktail de qualité. Effectivement, qui permettent de dire que oui, là, l'effort il est mental, quoi. Il est plus mental que physique ou autre.
D'accord. Patrick, en tout cas, merci de nous avoir donné ces infos-là. Yannick, je me tourne vers toi. Patrick parlait tout à l'heure justement de le fait de booster un petit peu son mental à travers des efforts qu'on mettra en place justement. Est-ce que toi également, tu as des méthodes par rapport à ça? Est-ce que tu es beaucoup plus sur l'effort physique que mental, ou à l'image de ce que Edwin vient de dire, c'est l'effort mental justement qui renforce l'effort physique? Alors bon, je pense que, merci pour Régis pour la parole, je pense que c'est d'abord avant tout un tout. C'est-à-dire que l'effort mental et l'effort physique vont ensemble, ni l'un ni l'autre. Car si on priorise l'effort mental au détriment de l'effort physique, nous ne pouvons pas atteindre du moins le potentiel que nous devons ressortir. Donc pour un parfait équilibre... Il y a un déclencheur en fait. Il y a un déclencheur, oui. Et je pense que les deux sont du moins intrinsèquement liés pour l'équilibre du moins de l'être humain ou de l'individu dans la réalisation du moins de ses projets. C'est vrai que si derrière, si tu dois réviser pour avoir une bonne moyenne à l'école et que si ton mental n'est pas... Il n'y a pas un effort de se dire ok, on va se lever, on va enrichir le cerveau en révisant, derrière c'est clair que physiquement tu ne pourras pas te lever déjà de ton lit, tenir le cahier, et voilà. Donc je suis d'accord sur le fait que ça soit assez lié. Mais toi, est-ce qu'il y a des pratiques que tu mets en place justement pour booster cet effort mental là? Bon, déjà je pense que je vais d'abord aller sur la citation de Bouddha qui disait que l'esprit c'est un tout, parce que l'effort mental fait appel à l'esprit. Il disait l'esprit c'est un tout, et donc ce que nous pensons, nous le devenons. C'est-à-dire que pour booster du moins son intelligence mentale, il faudrait d'abord croire en quelque chose. Ce en quoi on croit nous définit, parce qu'on aspire à être. Donc, je pense que pour booster son intelligence, ses capacités, ses facultés mentales, il faudrait d'abord avoir une perception et poursuivre un objectif. Parce que je pense que c'est l'objectif qui nourrit l'ambition, et afin que le rêve puisse se concrétiser. D'accord. Edwin, est-ce que tu te retrouves un peu dans ce que notre ami Yannick vient de dire? Il faut une organisation aussi pour avoir cet effort mental, et que visiblement de ce qu'on se dit là sur ce plateau, c'est difficile de dissocier les deux, effort mental et physique. Oui, mais on ne peut pas dissocier les deux, et je pense que je l'ai dit. Mais il faut comprendre une chose, tout part du mental. C'est le mental qui dicte. Pourquoi? Parce que l'homme est doté de ce que j'appelle l'outil le plus sophistiqué, qui est le cerveau. Ouais. Le cerveau, on nous dit qu'on ne l'utilise même pas à 10%. Je crois que c'est à 5%, et pour certaines catégories, on dépasse légèrement. Mais on n'arrive pas à 10% des capacités. 7%. Voilà, on n'arrive pas à 10% des capacités du cerveau. Donc, c'est dire tout ce que cet organe-là peut nous apporter. Donc, tout part de là, et il a si bien présenté. Il faut d'abord que ça soit nourri dans le cerveau. Lorsque c'est nourri dans le cerveau et c'est conçu, ça devient plus clair. Ça nous fait mobiliser les énergies, comme je le disais, pour pouvoir enfin maintenant le mettre en pratique ou réaliser ce qui a été conçu. Donc, tout part du mental pour ensuite faire appel au physique qui n'est que une courroie de transmission pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le continent de ce que vous observez, nous sommes jeunes, mon cher Patrick, est-ce que justement cette jeunesse-là aussi ne nous emprisonne pas un peu dans une forme de prison dorée où en fait on est un peu victime d'une paresse 2.0 où notre mental n'est pas assez forgé pour répondre aux différents défis? Est-ce que c'est un constat aussi que vous avez un petit peu fait concernant cette jeunesse? Bon, par rapport à la jeunesse africaine, je pense que là, actuellement, elle tend à se développer. Elle tend à faire beaucoup d'efforts sur le plan cognitif, comme je disais tantôt. Je pense pas qu'on ait des barrières, sur le plan mental. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'avènement des réseaux sociaux. Ouais. On a cette chance de pouvoir voir comment ça se passe à l'extérieur. Et avec un sursaut. Un danger aussi, c'est beaucoup plus la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux-là. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, mais quand on voit qu'il y a des étudiants qui rédigent leur mémoire là-dessus, bon, à partir de ce moment, on se pose la question sur l'effort mental. Oui, c'est pas faux. Mais après, ça dépend de l'utilisation. Je suis d'accord. Moi, je pense que ça dépend de l'utilisation. Comme mes professeurs disaient, ChatGPT peut être un outil
qui va te permettre de développer et de synthétiser tes idées, mais pas de faire par exemple tout ton devoir à ta place. C'est pourquoi je parlais de paresse 2.0. Est-ce que tu n'as pas cette sensation-là? Parce que quand on parle de l'effort mental, on parle de la concentration, on parle de l'intelligence, on parle de la réflexion, on parle de la capacité d'analyse. Mais si ces points cruciaux qu'on vient d'énoncer, malheureusement disparaissent parce que dans la mentalité du jeune, il s'est dit tant que j'ai cet outil-là qui va me faciliter le travail, à partir de ce moment-là, on a une baisse dans le niveau, voilà. Et on a une baisse même dans le fait de solliciter notre cerveau et mettre en pratique ces efforts de concentration qui appellent à développer des outils nécessaires pour forger en fait un mental d'acier pour affronter différentes épreuves. Mais oui, je pense aujourd'hui les jeunes africains tendent à vraiment se développer et peu importe l'outil qu'ils auront en leur possession, ils arrivent à mettre en place des stratégies qui visent à développer leurs idées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, notamment ici au Sénégal, qui arrivent à développer des activités. C'est une activité réflexive constante. C'est une prise et un choix d'outils qui permettent de mettre en action ces idées-là. Donc je pense que oui, on a un effort mental qui est fourni à ce niveau. Est-ce que toi, parfois, tu fais preuve d'une forme de résilience? Est-ce que parfois, tu es un peu confronté à une situation où tes capacités intellectuelles ou bien ta capacité à prendre des décisions est parfois heurtée à certaines difficultés au point où tu faiblis un petit peu mentalement? Est-ce que ça t'arrive parfois? Et oui, je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Comment toi tu fais pour déjà, vraiment pour faire de bons efforts, il faut être conscient de ses forces et ses faiblesses. Il faut vraiment être conscient de ses forces et ses faiblesses. Et je pense qu'à partir de là, quand vous êtes conscient de ça, vous pouvez effectivement vous rebondir. Faire preuve de résilience, comme je le dis, ça arrive à tout le monde. Mais la force de chacun, c'est de pouvoir se relever à chaque fois. Se remettre en cause. Accepter ses aspects négatifs et rebondir. Tout simplement. Est-ce que mon cher Yannick, justement, je le disais tout à l'heure, on a grandi avec aussi les encouragements de nos parents, dans l'éducation de nos parents, que ce soit papa ou maman, ou des grands frères même, ça va plus loin, ou des tontons, des tantines, des voisins et j'en passe. Il y avait toujours ce message-là sur notre capacité à rester debout. Déjà pour nous les hommes, on dit un homme ça ne pleure pas, un homme ça doit rester debout, un homme ne doit pas montrer ses faiblesses, un homme doit faire ceci. Est-ce que quelque part, avec cette forme d'éducation, même si on ne remet pas ça en cause, mais est-ce qu'avec la manière dont le monde évolue aujourd'hui, dans les relations que nous tissons avec d'autres personnes, ou même dans le monde aujourd'hui qui agit sur nous, est-ce que cette forme d'éducation-là ne nous a pas aussi un petit peu forgé, certes un mental, mais est-ce que ça ne nous tue pas aussi de l'intérieur, quelque part? Alors, merci. Parce qu'un homme a le droit de pleurer. On nous dit que c'est interdit parce qu'un homme doit avoir un mental fort. Mais est-ce que c'est possible de l'avoir concrètement, mon cher? Oui. Merci pour la question. Je pense qu'elle vient à point nommé. C'est possible d'avoir ce mental. Tout part d'abord de l'idée qu'on se fait et du changement de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne fait de cadeaux à personne. Le monde n'est l'ami de personne. C'est-à-dire que la vie peut te laisser à demi-mort, mais tout dépend de comment tu te vertues à ressortir de la tombe dans laquelle tu as été mise. Parce qu'il faut avoir un mental d'acier. Seules aujourd'hui, des personnes qui ont un mental forgé vont subsister face aux situations qui arrivent aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, par exemple... Mais comment l'avoir ce mental d'acier? Désolé de t'interrompre, mon cher Yannick. J'y arrive. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes victimes des fléaux que nos parents n'ont peut-être pas connus, des changements climatiques, des dérèglements climatiques et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, eux, ils n'étaient pas préparés. Le capitalisme aussi. Le capitalisme aussi, merci. Ouais. Alors, donc, je me dis qu'il faut d'abord croire du moins en ses capacités, il a dit, croire en ses capacités, c'est-à-dire que faire une rétrospection, rétrospection de soi-même, savoir quelles sont mes faiblesses, savoir quelles sont mes forces et maximiser sur ces faiblesses. C'est-à-dire que nous devons arriver à transformer nos faiblesses en force pour oser prétendre avoir un mental d'acier. Parce que comme on disait, un homme, ça ne pleure pas. Effectivement, c'est vrai. Il y a des situations dans lesquelles nous pouvons passer, pleurer, mais ne pas faire couler des larmes. On pleure dans le cœur.
Et oui, on pleure dans le cœur. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un leader, je prends l'exemple avec un leader. Le leader, c'est celui qui motive. Mais si le meneur de troupe est en train de pleurer, que fera l'équipage? Ils vont aussi pleurer parce que le leader, c'est la boussole. C'est celui-là même qui montre la voie. Donc, de moins s'il est dans le désespoir, les autres seront aussi dans le désespoir. Et aujourd'hui, on a besoin des leaders dans cette jeunesse afin de pouvoir faire face aux situations qui pourront se présenter à nous. Et cette jeunesse-là dont tu fais allusion, elle doit être forgée sur quoi? Sur la résilience, sur la capacité à relever les défis, par exemple? La résilience, la capacité à relever les défis, je pense que c'est ça. D'accord. Oui. Mon cher Edwin, tout à l'heure, c'est vrai que Yannick nous a fait un bilan très bien dressé de la situation un petit peu, et notamment ces phrases avec lesquelles on a grandi concernant nos parents, le fait que voilà, un homme ne doit pas pleurer. Moi, je vais m'arrêter un petit peu sur ça. On parlait tout à l'heure de la faiblesse mentale, mais on parle également de la charge mentale, mon cher Edwin, en concernant les hommes. L'un de nous, l'un de nous, l'idée d'être sexiste sur ce plateau, on respecte énormément le travail fait par les femmes. Mais je veux dire, en fait, l'homme, on a l'impression que dès qu'il vient au monde, il vient déjà avec une charge mentale. Parce que bon, voilà, il doit être le chef de famille, il doit s'assurer de l'avenir des enfants, de sa femme et beaucoup de choses, et on a l'impression qu'un homme qui n'a pas toutes ces choses-là n'a pas réussi. Et le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes, tout simplement parce que l'homme a tendance à intérioriser, parce qu'on a grandi justement avec ces phrases-là, qu'on ne pleure pas, on ne montre pas ses faiblesses, on ne montre pas ses émotions. Est-ce que ça aussi, mon cher Edwin, la santé mentale, notamment chez l'homme, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu as l'impression qu'on a un petit peu négligé? Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a des améliorations par rapport à, on va dire, dans les années antérieures ou dans notre façon de faire ancienne. Pour revenir un peu sur ce que tu as dit, la charge mentale. La charge mentale, et pour faire le lien par rapport à la question posée à Yannick, en fait, il faut dire que dans nos sociétés culturelles africaines, on ne rencontrait pas les réalités qu'on rencontre aujourd'hui, parce que le monde évolue. Ce qui fait que ce ne sont pas les mêmes paradigmes. Alors, lorsque tu dis qu'on dit aux petits garçons de ne pas pleurer, oui, justement c'est vrai, mais il y avait tout un travail qu'on faisait sur le petit garçon, pour pouvoir permettre à ce petit garçon-là, comme Yannick disait, d'affronter la vie. Parce que la vie, il faut savoir que la vie n'est pas de tout repos, hein. C'est pas un fleuve tranquille. Et donc un homme, ça doit savoir prendre une certaine posture. Il doit pouvoir affronter certaines difficultés. Et ça, par exemple, en Afrique, il y avait une phase qui permettait de le faire. C'est la phase de circoncision. Ouais. Lorsqu'on préparait le jeune homme à cela, il y avait tout un cérémonial, tout un rituel derrière. C'est aujourd'hui que moi, je me rends compte avec du recul qu'en réalité, c'était justement pour permettre à l'homme d'affronter les défis futurs. Ouais. Encore que dans notre tradition, c'est même pas, c'est beaucoup plus autre chose. Hein. Tu dois. Voilà, il fallait par exemple dormir en forêt tout seul. Voilà, exactement. Il fallait, voilà. Donc ça, il y avait, par exemple, cette étape-là, c'était pour enlever la peur. Il y avait des épreuves pour résister à la douleur et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, il faut dire qu'on a délaissé certaines de ces pratiques-là, et ce qui fait que on est un peu comme livré à nous-mêmes. Et donc, du coup, on tombe dans les réalités actuelles. Et ces réalités-là sont celles-là. C'est qu'avec la pression du monde, la mutation, l'homme est de plus en plus exposé justement à une santé mentale fragile. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a un point ou un accent qui est mis sur ça? Je n'ai pas de données statistiques, mais il faut dire que, comme tu l'as dit, il y a des taux de suicide. Il y a des forts taux de dépression, il y a beaucoup d'autres choses. La violence sur le plan conjugal, ça s'explique aussi souvent par cela, parce que la charge mentale que reçoit un homme toute la journée ou durant tout son parcours, il vient la déverser sur sa petite famille
en rentrant, quoi. Donc, c'est un peu tout ça. Effectivement, parce que quand on parle de charge mentale, c'est aussi, et je pense qu'Yannick l'a souligné, c'est cette capacité à se remettre en cause, mais surtout à se dire on est capable de, c'est-à-dire qu'on peut éviter ça, on peut planifier certaines choses, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, quand on parle d'effort mental, c'est vraiment dans le fait de se concentrer, de se remettre en cause et d'éviter certaines choses, mais c'est parfois difficile quand on a la pression derrière, et malheureusement, d'autres refusent de céder à cet exercice-là. C'est pourquoi on retrouve des jeunes à 18 ans qui se retrouvent dans des choses assez sombres parce qu'il n'y a pas cette facilité de se remettre en cause et de valoriser cet effort mental. Moi, je vais revenir sur l'effort mental, mon cher Patrick. Cette sensation qu'on a souvent, c'est vrai que quand on parle de solitude, on dit souvent qu'en fait, la solitude, c'est le fait d'être seul. C'est la définition qu'on donne souvent. Mais est-ce que réellement nous le sommes? Parce que quand on est seul, parfois on se parle à nous-mêmes, on a une voix dans cette tête et cette voix, c'est nous. Cette voix nous encourage parfois à être fort, à être patient, à être résilient. Est-ce que aussi quelque part le discours mental, c'est le fait de se parler à soi-même aussi, le fait de forger ce mental d'acier, c'est avoir la capacité à se parler à soi-même? Vous savez, moi je suis une personne très ouverte et je pense que c'est bien de se parler à soi-même, c'est bien de parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, faire des rétrospectives sur soi, mais parfois il faut avoir aussi un avis extérieur. Je pense que l'avis extérieur, c'est pas quelque chose qui peut nécessairement être pris pour or, mais c'est quelque chose qui peut te montrer et te prouver aussi que tu as fait des bons choix. Là où toi, ton intérieur va te dire que tu as fait des mauvais choix, il y a des gens qui peuvent te dire que tu as fait des bons choix, que tu as mené de bonnes actions, qui peuvent te rassurer dans ta position, mais c'est vrai que, dans un autre sens, être en bien et pouvoir discuter avec soi-même, c'est quelque chose d'assez important. Ça forge le mental, comme vous l'avez dit, ça permet d'être sûr de ses forces et de ses faiblesses, comme Yannick l'a mentionné tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est quand tu es conscient de ça, c'est quelque chose qui est admirable. On ne le met pas assez en valeur, mais c'est quelque chose d'admirable de pouvoir... Est-ce que du coup, toi, tu as cette consultation extérieure? Est-ce que tu discutes parfois avec les frères, les papas, avec maman, quand il y a une situation un peu difficile? Ah oui, ça c'est quelque chose qui ne manque pas. Ma maman, c'est ma première conseillère. D'accord. À chaque fois que j'ai un souci, à chaque fois que j'ai besoin d'échanger, d'avoir un point de vue, je me tourne vers elle. Mais après... Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Flore. D'accord. Bon, on remercie maman Flore alors. Alors c'est important d'avoir cet avis extérieur. Mais il faut toujours, comme vous l'avez notifié, avoir cette discussion avec de se remettre en cause. De se remettre en cause, de pouvoir être conscient que là, ça n'a pas été bien, là, ça a été bien, mais toujours rebondir. D'accord. Toujours rebondir. Et qu'en est-il du physique, mon cher Yannick? On parle beaucoup effectivement de l'effort mental, mais qu'en est-il concernant le physique? D'accord, je pense que pour l'effort physique, c'est du moins la capacité du moins à concentrer des forces pour pouvoir du moins être, on va dire, bien dans son corps. Ouais. Vous savez, je vais emprunter les propos de Juvénal qui disait, je pense, en 19 et 120 avant Jésus-Christ que, on va dire, un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Et donc, pour allier les propos de Juvénal, je dirais qu'il faudrait d'abord avoir aussi un corps sain. Parce que lorsqu'on a un corps sain, on a une bonne santé, on est capable de pouvoir accomplir l'impossible. Parce que physique aussi, c'est faire du sport, par exemple. Oui, c'est faire du sport. Manger sain. Effectivement, manger sain, faire attention du moins à son équilibre alimentaire aussi, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens décèdent, parfois non pas parce qu'ils doivent décéder, mais à cause d'une mauvaise alimentation. Donc, je pense qu'il y a tout ce qui rentre en compte. Aujourd'hui, on voit par exemple des jeunes être du moins atteints de, vous appelez ça comment, des crises cardiaques et des choses qui n'existaient pas à l'époque de nos parents. Parce que même au Sénégal, la petite info, c'est que ça touche les plus jeunes déjà, c'est-à-dire les enfants qui sont victimes des attaques vasculaires. Voilà, donc je pense qu'il faudrait faire attention, se prendre en charge, du moins sur le plan, on va dire, sanitaire, faire en sorte que nous puissions être bien dans notre corps. Parce que rien ne vaut la bonne santé. Rien ne vaut la bonne santé. Si nous n'avons pas de bonne santé, tout s'arrête. Nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas atteindre nos rêves. Nous ne pouvons pas nous réaliser. Donc, il faudrait d'abord avoir la bonne santé. Donc, cet effort-là, physique, contribue à pouvoir nous garantir un avenir radieux. Parce que si notre physique n'est pas du moins assuré, notre avenir
ne pourra qu'être du moins, on va dire, illusoire. Ouais. Voilà, donc je pense que, et même il y a des domaines où, du sport, par exemple de l'athlétisme, où il faudrait avoir un bon physique pour oser prétendre être dans tel sport, dans telle catégorie. Je vais vous prendre par exemple la boxe. Aujourd'hui, en boxe anglaise, il y a un poids autorisé pour une catégorie de combat. C'est-à-dire catégorie poids lourd. Voilà, catégorie poids lourd. Voilà, donc il y a un poids qui est requis pour pouvoir du moins se compétir. Et donc, si nous ne faisons pas attention à comment on se nourrit, on va prendre des calories et on pourra être en surpoids. Et donc, ça peut être dangereux aussi derrière, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, notamment ceux qui sont dans le domaine de la musculation, prendre une quantité de calories tous les jours, parce qu'ils utilisent des substances pour développer des muscles et tout ça, ça peut être un peu compliqué. Edwin, en quelques mots avant de clore cette première partie d'émission, est-ce que le physique nous aide aussi parfois à ouvrir certaines portes aujourd'hui dans différents métiers? Ben oui, ça dépend. Les métiers qui font appel à un effort physique, ça c'est clair. La maçonnerie, la plomberie. Le mannequinat, on n'a pas forcément besoin d'efforts physiques. Là, il faut avoir un certain physique. Oui. Ouais, il faut avoir un certain physique. Mais pour ce qui en est des autres domaines, il faut, enfin, dans les deux sens, quoi. Il faut avoir un certain physique, mais tout dépend des domaines. Il y a des domaines où il faut avoir plutôt un physique peut-être svelte, et d'autres où il faut avoir une certaine posture. Exactement, les amis. On marque une courte pause. Est-ce que la réussite est au bout de l'effort? Vous en saurez un peu plus en deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je parlais évidemment de la réussite. Se trouve-t-elle toujours au bout de l'effort? Mon cher Yannick, je me tourne vers toi pour démarrer évidemment cette dernière partie d'émission. La question, je te la pose pour s'accrocher à notre thématique. La réussite est-elle toujours au bout de l'effort? Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord introduire du moins le sujet, du moins dans son contexte, sur le mot effort. Ouais. Abstenons-nous là-dessus. L'effort, du moins, est un mot qui a vu le jour dans la langue française au XIe siècle, vers la fin du XIe siècle. Mais il a pris vie pour la première fois au niveau du XIIe siècle. C'est là où nous avons vu les premières traces écrites du mot effort. Voilà, avant qu'il y ait des premières traces du mot effort, il faut savoir que c'était représenté dans le vieux français ou dans le latin médiéval, ce mot était représenté par labour, qui voudrait dire travail. Et la question que je me pose est celle de savoir comment est-ce que les personnages ou bien les peuples qui ont vécu au XIe siècle ont eu affaire à vivre sans même la quintessence du mot effort, parce que l'effort, du moins, regorge une puissance. Et donc, la réussite est-elle toujours au bout de l'effort? Puisque je suis juriste, je vais commencer par le principe. Le principe voudrait que, du moins, la réussite se trouve au bout de l'effort. Arriver au bout de l'effort, c'est là où nous allons trouver du moins la réussite. Ça, c'est le principe. Mais ce principe subit des tempéraments. Et aujourd'hui, toute réussite n'a pas besoin d'effort. Et nous pouvons réussir sans pour autant fournir d'efforts. C'est bien le cas aujourd'hui. D'accord. Mon cher Edwin, c'est vrai que merci mon cher Yannick pour l'historique. Ça permet de contextualiser la thématique justement. Les définitions des mots ont été apportées par notre ami Yannick justement. Mais est-ce que aujourd'hui, de ce qu'on regarde, parce que le monde évolue, vous l'avez encore souligné en première partie d'émission, on vit dans un monde en perpétuelle évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, la question je te la pose aussi parce que j'ai besoin de recueillir ton avis, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment réussir grâce à l'effort, ou bien derrière l'effort c'est juste en fait un mirage en lien avec la réussite? Bon, moi je m'inscris aussi comme Yannick dans une démarche dialectique, c'est-à-dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que si on fournit des efforts, on peut arriver au bout, on peut réussir. Exemple simple, je suis étudiant en droit, je fournis des efforts, je travaille bien, j'ai des notes, je valide mon semestre. Je suis arrivé au bout, c'est une réussite pour moi. Ouais. J'ai mon diplôme. Je prends un autre exemple, donc pour illustrer le non. Je suis étudiant en droit, je décide d'arrêter les cours, je me lance dans des jeux de hasard, je gagne, je n'ai presque fourni aucun effort. Ouais.
Et je peux aussi considérer cela comme une réussite parce que j'aurai de l'argent. Ouais, parce que c'est quoi la réussite justement? Voilà, donc pour moi, la réussite, elle est subjective. Tout dépend de l'appréciation des uns et des autres. Ma réussite peut être un échec pour l'autre et son échec peut être une réussite pour moi. Donc tout dépend de comment on apprécie la chose et comment... Voilà. Ouais, parce que quand on était plus jeune, avoir un jeu vidéo, c'était pour nous, c'était synonyme de réussite. Hein. Quelque part, je veux dire, effectivement, c'est quelque chose de subjectif. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'on observe, même du point de vue de nos parents, on a l'impression qu'en fait, la réussite a une définition bien précise déjà et qui est visiblement globale. On renvoie souvent la réussite à la richesse, le fait de posséder des biens, avoir une voiture, avoir de l'argent, avoir des maisons. On se dit, ah tiens, lui, il a réussi sa vie. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on utilise. On entend tout le temps, lui il a réussi sa vie. Mais c'est quoi réussir sa vie? En tout cas, ça fera l'objet d'une autre thématique sur Génération News. On parle de cette réussite et de l'effort. 2 points, 2 notions assez complémentaires, mon cher Patrick. Bien sûr. La réussite, pour moi, c'est, comme ils l'ont si bien notifié, c'est vraiment cet aspect-là qui te permet de dire que oui, je suis arrivé quelque part après tant d'efforts. Mais comme l'a souligné Edwin, ce n'est pas nécessairement en effectuant de grands efforts que l'on peut arriver au bout de cette réussite. On peut passer par les jeux de hasard, on peut passer par... on peut avoir de la chance. Oui, parce que le facteur chance également dans la réussite. Ouais. Effectivement, et c'est un tout qui peut faire en sorte qu'on puisse réussir sans nécessairement passer par l'effort. Mais... nonobstant le fait que, au bout de chaque effort, on obtient toujours une réussite. On obtient toujours un résultat. Il peut ne pas être à la hauteur de ce que nous sommes fixés comme objectif, mais on atteint toujours un résultat. Et c'est une forme de réussite. D'accord. Est-ce que ça aussi dans le monde professionnel, ça a un impact, par exemple, mon cher Yannick, le fait de se dire qu'on doit se surpasser, parce que quand on parle de l'effort, tu l'as dit, hein, c'est le travail, et dans le travail, ça conjugue beaucoup de petits points qui convergent vers le travail. Donc ça peut être le fait d'être ponctuel, le fait d'être assez disponible aussi, bref, ces petits points-là. Comment aujourd'hui l'effort peut impacter positivement dans le domaine professionnel pour aller vers cette réussite-là? D'accord. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, il sort gagnant. Je pense que pour impacter dans le monde professionnel, il faudrait d'abord, encore est-il, de se fixer d'abord des objectifs. Tout dépend de ce que nous voulons atteindre dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'on doit avoir des objectifs en tant que fonctionnaire ou professionnel, nous devons avoir des objectifs qui sont SMART. C'est-à-dire que dans ma mission ou dans la tâche que je dois exécuter, je devrais passer de tel niveau à tel niveau en tel nombre de temps, on va dire en telle catégorie. Donc je pense que ça permettrait de poursuivre vers l'excellence parce que c'est également ça l'effort, c'est-à-dire que l'objectif est du moins de grimper, d'aller de progrès en progrès et cumuler des succès. Donc si nous ne sommes pas, on va dire, assoiffés de l'innovation, nous allons stagner. Et je pense que cet effort-là peut nous impacter dans le but de pouvoir stimuler en nous le désir de toujours accroître plus de connaissances, toujours accroître du moins, on va dire, des facultés. Parce qu'aujourd'hui, un professionnel doit être polyvalent. Exactement. Donc, si vous vous limitez au fait que vous êtes seulement, on va dire, spécialiste en informatique, vous vous limitez en informatique, mais imaginez-vous que celui qui doit, par exemple, dépanner la porte du garage ne soit pas là. Entre-temps, vous pouvez, vous aussi, à votre niveau, essayer de cumuler d'autres compétences qui feront un tout en vous, à telle sorte que vous puissiez être, du moins, on va dire, irremplaçable. C'est-à-dire que votre présence sera constatée de tous lorsque vous ne seriez pas là. Et l'absence aussi derrière. Ouais. Quand vous n'allez pas être là aussi, le fait que vous ne soyez pas au bureau, on sentira que Yannick n'est pas là parce qu'il y a des petites choses où facilement il pouvait être là. Oui, mon cher Patrick. Moi, je pense que par rapport à ça, il y a par rapport à ce qu'il vient de dire, quant à l'effort professionnel, c'est un couteau à double tranchant. D'accord. Je pense que c'est un couteau à double tranchant dans la mesure où, dans les entreprises aujourd'hui, quand tu as la capacité de faire, de réagir et de mettre en œuvre certaines tâches, de répondre à certaines tâches, tu es souvent dans un processus de stagnation. Tu es souvent dans un processus de stagnation et on ne te donne pas nécessairement la possibilité d'évoluer
ou d'avoir ce qu'on appelle une promotion. Et c'est quelque chose à double tranchant, comme je le dis, parce que ça te limite dans ta capacité. Ça te limite dans ta capacité. Aujourd'hui, professionnellement parlant, c'est compliqué de faire des efforts. C'est compliqué d'être reconnu à sa juste valeur. Aujourd'hui, les entreprises préfèrent prendre quelqu'un qui est externe et qui va venir pour occuper une tâche et va s'atteler à faire juste cette tâche sans pour autant proposer des promotions. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est très... Est-ce que quelque part de ce qu'il vient de dire, est-ce que le fait aussi d'être un peu multitâche, ça peut aussi un peu pallier au lieu d'aller chercher quelqu'un ailleurs, on va se dire, ah tiens, mais Patrick, il est là, il peut le faire aussi, dans quelque part. Mais je suis d'accord, hein, avec ton argumentaire, ça reste un couteau à double tranchant, mais après, il faut savoir comment l'utiliser. Effectivement, c'est ces avantages-là. Edwin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup plus on parle de la réussite, on a parlé de l'effort, mais moi, j'ai envie de rester sur la réussite, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est subjectif, hein, je pense que tu l'as également souligné, mais pourquoi sur le continent on renvoie toujours la réussite au fait de posséder des biens? Même nos parents, on a grandi avec cette éducation, on disait oui, bah, si tu veux travailler, faut faire ceci, si tu veux obtenir ça, faut faire ça. Donc il y avait toujours ce lien entre l'effort cause à effet, donc l'effort qui va justement t'ouvrir des portes et l'effort qui va te permettre d'être riche entre guillemets. Mais pourquoi la réussite est synonyme de possession des biens en Afrique? Pourquoi, mon cher Edwin? Il faut dire que c'est le fruit de la mondialisation. Pourquoi? Parce que si on regarde ce qui se fait ailleurs ou autour de nous, par exemple, des États-Unis, les hommes forts, c'est des multimilliardaires. Ouais. C'est des gens qui ont des sociétés un peu partout dans le monde. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, tous ces inventeurs, tous ces créateurs, ils sont considérés comme des personnes ayant réussi. Parce que justement, voilà, tous ces outils-là aujourd'hui sont devenus quasiment indispensables pour tout le monde entier. Donc c'est quelque chose que l'on a appris ailleurs et que malheureusement, on est venu copier ou du moins intégrer dans nos mentalités. Parce que si on regarde dans ce qui se faisait avant dans nos sociétés traditionnelles, la réussite, c'était pas forcément avoir une certaine somme d'argent. La réussite, c'était par exemple un homme qui a un foyer, qui a des terres, qui a des bœufs, des hectares, etc., etc. C'était pas tant, comment le dire, l'aspect financier en fait. Il y avait des éléments ou du moins du matériel qui permettaient de dire que cet homme-là a réussi ou pas. Donc, est-ce que réussir aussi, c'est simplement se contenter de ce qu'on a aussi? Oui, est-ce qu'on peut voir ça comme une forme de... Normalement, d'un point de vue personnel, quand je parle de subjectivité, c'est parce que la réussite, c'est moi qui la conçois, selon mes attentes du monde, en réalité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est l'entourage qui a tendance à dire si on a réussi ou pas par rapport à ses attentes vis-à-vis de nous ou de moi. Alors que si je prends la réussite de mon point de vue, pour moi, je peux dire que réussir, c'est avoir eu l'opportunité, par exemple, d'avoir un master, un doctorat. Alors que pour mon père ou pour ma mère, c'est pas ça, c'est peut-être que je sois ministre ou député. Donc, voyez un peu ce que je veux dire. Oui, Yannick, tu voulais rebondir sur un point? Il a parfaitement raison. Je vais du moins peut-être implémenter ce qu'il est en train de dire. Que du moins la réussite est subjective. Ça dépend de comment est-ce qu'on conçoit le mot réussite au fait. Voilà, donc la réussite peut être pour moi le fait de me contenter de ce que j'ai présentement. Mais ça ne peut pas être la même définition pour Patrick, ça ne peut pas être la même définition pour vous. Et donc je pense que également dans cette réussite, nous devons arrêter d'être jugés par le regard extérieur. Voilà, nous devons être fixés sur nos valeurs, c'est-à-dire que savoir ce que l'on veut, où l'on veut et quand est-ce que nous pouvons avoir cette chose. Et je pense que c'est important parce que si nous regardons la réussite selon l'autre, on peut être entraîné à entrer dans des pratiques
qui parfois nous feront regretter. C'est le point, merci pour ce point, c'est le point que je voulais aborder, parce qu'aujourd'hui, moi la question que j'ai envie de te poser, je reste avec toi Yannick avant de donner la parole à Patrick, justement, c'est par rapport à cette jeunesse-là. Le constat que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a une jeunesse, malheureusement, qui ne côtoie plus l'effort. On est dans une jeunesse qui aime la facilité, donc les raccourcis, et qui veut à tout prix réussir, parce qu'il y a ce dictat de la société dont a souligné Edwin, qui dit que pour réussir, il faut avoir de l'argent, il faut faire des voyages, il faut faire... Et je pense que l'avènement des réseaux sociaux ne facilite pas aussi la tâche, parce qu'on nous vend des modèles des gens, voilà, des gens qui ont réussi. Or, ces gens-là aussi nous vendent en fait un rêve, et du coup on est confronté entre la réalité et ce qu'on perçoit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi et comment on se retrouve avec une jeunesse qui n'a plus le goût de l'effort? D'accord. Je pense que Winston Churchill disait, du moins aucune réussite ou aucun succès n'est définitif, aucun échec du moins n'est fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Pourquoi il le dit? Et là, je vais faire la différence entre le fait que les anglophones nous dépassent, nous les francophones, à cause du mot échec. Échec en français signifie échec comme vous l'entendez, c'est-à-dire que rien n'a marché. Tandis qu'en anglais, échec signifie first, premier essai. C'est-à-dire que nous pouvons partir de l'échec pour nous bâtir l'empire qu'aujourd'hui nous pouvons posséder. Oui, donc, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en parlais il y a 2 jours avec un ami. Je disais qu'en fait, c'est que moi, j'ai parfois du mal avec les gens qui ont, entre guillemets, réussi, c'est-à-dire les entrepreneurs qui viennent nous vendre du rêve en disant moi je suis parti de rien pour être ce que je suis aujourd'hui. Moi je dis bah non, on ne peut pas partir de rien, on part toujours de quelque chose. Effectivement. En fait. Et ce quelque chose, c'est souvent l'échec. Parce que l'échec, ça nous permet, en fait pour moi l'échec c'est une clé qui te permet d'ouvrir beaucoup de portes de la réussite, mais ce sera à toi d'avoir le courage de te lever, prendre cette clé et d'avancer vers une porte. Effectivement, les jeunes sont complexés déjà. Je vais vous conter l'histoire de Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, si je peux le dire ainsi. C'est le cas. Hein, donc. Voilà, donc avant d'être... Justement, c'est subjectif. Hein, mais je pense que oui, après, on peut en discuter en termes de trophées, en termes de beaucoup de choses. Avant d'être le Michael Jordan qu'il est devenu, que le monde du moins se reconnaît aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du moins perdu près de 9000 matchs. Qui a du moins perdu, qui a raté du moins des grandes opportunités, parce que je pense que 26 fois, on lui a donné la chance, l'opportunité de tirer le tir de la victoire. Mais 26 fois, il a déçu du moins les coéquipiers. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit le Michael Jordan, du moins ce que nous connaissons. C'est-à-dire que moi, je me dis que l'effort est le baromètre du succès, de la réussite. À l'échec aussi. L'effort et l'échec pour moi. Oui, l'effort et l'échec, voilà. Effectivement, parce que les deux vont de pair. Nous ne pouvons pas prétendre réussir sans pour autant du moins connaître l'échec, parce que l'échec justifie même, on va dire, son succès. Et donc ça veut dire que cette jeunesse aujourd'hui a peur de l'échec? Oui, cette jeunesse a peur de l'échec et elle est complexée. Elle doit d'abord enlever ce complexe, s'assumer. C'est parce que les jeunes ne s'assument plus. On veut du moins présenter une image que nous ne sommes pas. Voilà, donc ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon des réseaux sociaux le paraître. Voilà, donc ils sont dans le paraître, mais en tant que le paraître arrive à un autre niveau. Voilà, donc je pense qu'il faut d'abord être ce que nous sommes. Il faut d'abord s'accepter. En s'acceptant, vous avez la capacité de pouvoir, on va dire, allier du moins le manquant, du moins, on va dire le manquant à ce qui peut du moins vous favoriser pour une réussite. Donc, je me dis, il faut d'abord démystifier également, on va dire les mots, démystifier également, on va dire les apparences, s'assumer pleinement, savoir que je suis un jeune, je suis capable de faire telle chose, sans pour autant toucher à telle pratique, sans pour autant toucher à telle pratique. Et le seul chemin pour y accéder, on va dire, ce n'est que l'effort. Parce que l'effort et l'échec, du moins, constituent les témoins oculaires du succès, si je peux le dire ainsi. Exactement, mon cher Patrick, par rapport à l'argumentaire. Déjà, merci Yannick pour toutes ces vérités-là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une jeunesse qui a peut-être besoin d'être confrontée à ça, à cette réalité-là, de se rendre compte que, je pense qu'il y en a même qui savent qu'effectivement, les chemins qu'ils prennent ne sont pas forcément des bons chemins, mais tant que derrière, il y a un peu ce qui brille, même comme on le dit souvent, ce qui brille n'est pas forcément or. Mais je pense qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui refuse en tout cas de voir, mais qui est beaucoup plus, on va dire, entraînée par cette lumière-là qui aujourd'hui comparée ici à la réussite. Est-ce que justement, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est quel peut être le rôle parental, la responsabilité parentale dans le fait qu'on parle de l'effort et de la réussite, mais surtout du chemin
que beaucoup de jeunes prennent aujourd'hui pour réussir. Parce que quand tu vois un jeune de 19 ans qui ramène 2 millions à la maison, papa, maman ne pose pas la question de savoir où il a gagné. On se contente juste de voir comment on va dépenser ces 2 millions-là. Est-ce qu'il y a aussi un rôle parental dans le fait de bien encadrer? Je ne dis pas que nos parents ont faussé là-dessus, mais je veux dire, on a des brebis qui s'égarent, on a une jeunesse qui verse dans la facilité en embrassant des chemins très sombres. On ne va pas les décrire ici, ces chemins-là, mais beaucoup versent en tout cas dans quelque chose qui n'est pas très... Voilà, exactement. Ouais. Comment aujourd'hui les parents peuvent renforcer encore mieux cette forme d'éducation, ce suivi-là? Déjà, il faut se rendre compte que la responsabilité parentale, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de complexe. À partir du moment où les parents sont ces personnes-là qui nous demandent de réussir dans la vie, de pouvoir subvenir plus tard aux besoins des plus petits, par exemple. Le relais ensuite exactement. Derrière. Ça devient un peu complexe et difficile à gérer à partir du moment où je commence à emmener des sous à la maison. Ça peut susciter des questions, ça peut susciter des interrogations, mais dans certains cas, il y a la responsabilité parentale qui n'entre pas en jeu, qui subit juste cette pression-là. Ouais. Dans un autre sens, je pense que les parents peuvent jouer un rôle. Ça dépend de comment ils ont été éduqués. Les personnes qui font ce genre de choix, ça dépend de l'éducation. C'est l'environnement aussi, l'influence. Voilà, on peut traîner ensemble. Moi, je vais dire, tiens, tu sais quoi, je connais un endroit où facilement tu peux non seulement avoir tes diplômes, mais tu peux avoir du travail derrière. Mais en contrepartie, voilà, comme on dit, le diable ne donne jamais gratuitement. Donc voilà, ça peut être l'environnement, les fréquentations, tout ça aussi. Mais comment dire à un jeune, écoute, ce serait peut-être bien d'aller goûter l'échec d'abord avant de vouloir goûter la réussite. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus que les jeunes font. Ils font le schéma inverse. On veut d'abord goûter à la réussite pour mieux apprécier l'échec au lieu de goûter à l'échec pour mieux apprécier la réussite. Après, comme vous dites, à partir du moment où l'influence vient de l'extérieur et de l'entourage, ça devient, avec le monde d'aujourd'hui, ça devient un peu complexe pour les parents de pouvoir canaliser tout ça. Ouais. Ça devient limite mission impossible. Ouais. Parce que nous sommes engagés dans quelque chose en exclusif, nous sommes engagés dans quelque chose, nous avons déjà le goût de la vie. Voir quelqu'un, mon parent, qui vient me dire que oui, ce que tu fais, c'est pas bien, je veux dire, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Ouais. C'est pas pour défendre ces jeunes-là, mais c'est, comme Edwin l'a mentionné tout à l'heure, c'est un phénomène de mondialisation. Nous sommes confrontés à ça aujourd'hui. Ouais. Et c'est comment en sortir? Je ne saurais donner la solution. Mais... Je parlais de réseaux sociaux, Patrick. Est-ce que tu penses réellement que ça aussi, l'avènement, ça a amplifié cette paresse-là, l'absence de l'effort chez les jeunes? Ah oui, ah oui, largement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, comme on l'a si bien mentionné tout à l'heure, sont un couteau vraiment très aiguisé avec lequel il faut jouer avec des pincettes. Il faut manier avec beaucoup de pincettes. Ouais. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous vendent tout et n'importe quoi. Exactement. Tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je peux me réveiller un matin, je vais voir quelqu'un que j'ai connu qui va te faire un tuto sur lui. Je suis parti de rien. Comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent à partir de 5 000 francs. Ouais. Comment, voilà, c'est... Et tout de suite, laisse un message sur la barre de commentaires, je vais t'envoyer le guide pour pouvoir, voilà. Aujourd'hui, on est tombé dans un esprit de facilité. Il n'y a plus l'effort. En fait, parce que même les jeunes filles, désolé pour Emma Loès, une personne que j'apprécie énormément, mais c'est vrai qu'elle vit sa vie, hein, et elle met les avis de côté, ce qui est logique. Mais je veux dire, l'image qu'elle renvoie aussi parfois des jeunes filles, on a l'impression que les jeunes filles aujourd'hui veulent avoir la vie de Emma Loès, mais refusent de prendre ce que ça demande en retour. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, écoute, elle a acheté une montre, je ne sais pas, à 5 millions, je vais tout faire pour avoir la même montre à 5 millions, à défaut même de vendre
dans un peu son corps. C'est malheureusement, ce sont des réalités qu'on observe aujourd'hui. Et cette absence du goût de l'effort, mon cher Edwin, est-ce que c'est vrai que tout à l'heure, Patrick, il allait très loin en parlant de caractère utopique un petit peu, hein, c'est voire difficile de devoir un petit peu recadrer ça. Mais est-ce qu'il y a moyen d'essayer? Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour amener un peu cette jeunesse-là au goût de l'effort? Et comme Yannick l'a souligné, parce qu'en fait, c'est l'effort qui nous emmène parfois à la réussite, mais pour ça, il faudrait de la volonté. Comment recadrer? Est-ce qu'on a des outils nécessaires aujourd'hui? Oui, on a des outils. Dans une émission que j'avais suivie il y a quelques jours, il y a un enseignant qui se plaignait. Il disait ceci, que l'enseignement ne marche plus aujourd'hui, c'est à cause de l'éducation. L'éducation, c'est à la maison. Donc, si on veut recadrer tout ça, tout doit partir de la maison. Le goût de l'effort, justement, on l'obtient où? C'est à la maison. C'est aussi au père, c'est aussi à la mère d'inculquer un certain nombre de valeurs aux enfants. C'est eux nos premiers exemples. Parce qu'il faut le dire aussi, on a tendance à vouloir juste pointer du doigt les enfants, mais on oublie le plus souvent qu'eux aussi copient ce qu'ils voient chez les parents. Ouais, parce que souvent, les premiers influenceurs sont dans la famille. Justement, on a quel genre de parents aussi? Un parent qui a versé dans la facilité. Mais ne vous attendez pas à ce que son enfant prenne le chemin inverse. Il ne fait que suivre pour lui ce qui est logique. Alors qu'un parent qui cultive l'effort, qui montre à son enfant qu'il fournit de l'effort, qui met l'enfant dans les conditions, par exemple un maçon, il va dire à son enfant que viens voir comment est-ce que je fais pour te nourrir, pour te mettre à l'école. La réussite, c'est vraiment au bout de l'effort. Hein. Voilà. Il va peut-être faire soulever les briques à cet enfant-là, même si ce n'est pas tout le temps, mais 2 ou 3 fois en passant, où il va lui dire, bon, tiens, il y a un chantier pendant les vacances, viens, je vais te mettre dans le chantier. C'est là, à partir de là, moi, je pense que l'enfant peut prendre conscience. Donc, tout part de la cellule familiale qu'il ne faut pas négliger. Exactement, les amis, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mon cher Yannick. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite, hein, je te le concède, mon cher Yannick, ça allait très vite. Le temps pour nous de faire un tour de table. Peut-être Yannick, justement, le temps de saluer 2-3 personnes vite fait. Une personne à saluer avant de clore l'émission, Yannick? Bon, je salue tous mes proches s'ils sont connectés et je vous salue de là où vous êtes. Et je remercie également toutes les personnes qui ont eu à voter pour mon projet. Tout le mal qu'on te souhaite, hein, mon cher Yannick, évidemment. Patrick, une personne à saluer vite fait? Ma maman. Non, tu peux citer le prénom. Flore. Maman Flore, oui. Je tiens à remercier tous les efforts qu'elle fournit au quotidien pour me permettre d'être la personne que je suis aujourd'hui, parce que c'est une personne qui me conseille beaucoup. D'accord. En quelques mots. Voilà. Toute ma famille qui me regarde quelque part au Gabon, précisément au quartier Mangungu. D'accord, évidemment les amis. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.